NBI News. Bienvenue dans le journal de la Matrice. Aujourd'hui, vous ne me verrez pas pour cause d'invisibilité notoire, ce qui va nous conduire au contenu de cette vidéo tout aussi opaque. Les ovnis sont-ils un fantasme? Je vais laisser Chris Esson de Science Interdite vous présenter son travail. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne et à mettre un petit pouce à la nôtre. Merci. Bonjour, je vais commencer par me présenter. Je suis Chris Esson, un ingénieur qui s'intéresse aux phénomènes inexpliqués, et plus particulièrement aux phénomènes ovnis. Aujourd'hui, nous allons démontrer que des engins aux caractéristiques de vol extraordinaires semblent bien exister, grâce à un événement arrivé en 2016, l'explosion de la fusée SpaceX qui a eu lieu à Cap Canaveral le 1er septembre. Ce jour-là, la société SpaceX fait des tests au sol quelques jours avant le lancement du satellite de télécommunications israélien Amos 6, censé donner l'accès à Facebook pour toute l'Afrique. Revoyons la scène filmée au téléobjectif. Le son de l'explosion arrive avec 12 secondes de retard, ce qui signifie que la caméra est à 4 km de la fusée, car le son parcourt 1 km en 3 secondes. Ok, là on n'a pas vu grand chose. Alors il faut voir la scène au ralenti, image par image. Là on remarque un objet d'apparence sphérique qui passe au moment de l'explosion. Quel est cet objet? Est-ce par pur hasard? A-t-il un lien avec l'explosion? C'est ce que cette vidéo va chercher à démontrer. On peut identifier 3 hypothèses possibles. L'objet est un trucage vidéo qui a été ajouté a posteriori. L'objet est un oiseau ou un insecte qui passe tout près. L'objet n'est pas là par hasard et est à l'origine de l'explosion. Déjà, il faut savoir que cette vidéo a été postée le soir même de l'accident. D'abord à 30 images par seconde, puis une deuxième vidéo à 60 images par seconde, postée le jour même, qui va nous donner 15 images de l'objet. Les images au ralenti proviennent de la vidéo à 60 images par seconde. Je donne les liens originaux de ces vidéos, même si la deuxième vidéo n'est plus disponible. Nous allons donc étudier cette suite de coordonnées pour tenter de faire la part des choses entre ces 3 hypothèses, l'acte d'un faussaire, un oiseau ou un objet intelligent. Si on relève les coordonnées de cet objet, on s'aperçoit que ces coordonnées ne sont pas régulièrement espacées, comme on pourrait s'y attendre, comme si l'objet ralentissait en passant de la droite vers la gauche. Cela ne milite pas trop pour l'hypothèse d'un faussaire, qui, pressé par le temps, aurait a priori choisi un écartement constant. Ne maîtrisant pas vraiment la trajectoire des oiseaux ni des insectes, on va s'intéresser à la dernière hypothèse, et voir si on peut trouver dans cette trajectoire la signature d'un objet intelligent. Comme vu précédemment, la scène se passe à 4 km de distance, et si c'est un objet contrôlé, il devrait passer assez proche de la fusée, donc à une distance à la fusée négligeable par rapport aux 4 km de distance de prise de vue. Ce qui fait qu'on va considérer dans un premier temps qu'il est à peu de choses près à la même profondeur que la fusée, ce qui va nous permettre d'utiliser la fusée SpaceX comme règle, pour en déterminer les distances et les vitesses. Les coordonnées en pixels dans l'image ont leur origine dans le coin en haut à gauche. Par contre, pour les distances en mètres, on va garder une origine des X à gauche, mais une origine des Y au niveau du sol. Je trouve aussi que la fusée de 70 mètres de haut environ fait 522 pixels, ce qui nous donne ces formules de conversion pour passer de pixels en mètres. Si tu mets tout ça dans un tableau Excel, tu dois obtenir ça. Ensuite, on va passer au calcul des vitesses sur l'axe X et l'axe Y, avec ces formules, sachant que dt égale 1/60 de seconde. Tu dois alors obtenir cela. Toujours avec l'hypothèse d'un objet contrôlé intelligemment, on va supposer qu'il a en réalité une vitesse constante pendant les 15 images, soit 1/4 de seconde, mais qu'il change de profondeur en z, ce qui nous donne ces 2 formules. On ne connaît pas la vitesse Vz initiale, on va prendre 0 pour l'instant, et tu dois obtenir un tableau comme ceci. Maintenant qu'on a une vitesse en z, on va pouvoir en déterminer les profondeurs en z à chaque instant, grâce à cette formule, même si on ne connaît pas le z initial.
On va utiliser la profondeur de la fusée comme origine des profondeurs, et on va prendre la même profondeur pour l'objet pour commencer, soit z égale 0, et tu dois obtenir ceci. On peut alors tracer la courbe des positions xy de face et xz vue de dessus. De la première courbe, on en déduit que son altitude est d'environ 75 mètres. On voit que notre courbe xz n'est pas très jolie au démarrage à droite. Il faut changer la vitesse vz initiale et y mettre 150 mètres par seconde pour obtenir une amorce de trajectoire correcte. On obtient alors ce graphique corrigé. Maintenant, imagine que tu dois programmer un objet intelligent pour tirer sur la fusée. À quel moment tu déclenches le tir? La logique veut que l'objet tire quand il est au plus près de la fusée. Je trouve que le bord gauche de la fusée est à une coordonnée x de 333 pixels et le bord droit à 372 pixels, soit en finale un centre x à 47 mètres environ, et une profondeur qui nous sert d'origine, donc z égale 0. Dans notre tableau, on ajoute une colonne pour calculer la distance à la fusée, avec cette formule. La fusée explose à l'image numéro T7. On va considérer qu'il faut tirer une image avant, soit 1/60e de seconde, et être à la distance minimum à ce moment-là. Il faut alors choisir une profondeur initiale z égale 60. Et curieuse coïncidence, la distance à la fusée au moment de l'explosion est alors exactement de 100 mètres. On peut alors afficher la trajectoire xz finale et la distance à la fusée. La trajectoire n'est pas symétrique. On va la rendre symétrique en effectuant une rotation centrée sur la fusée. Pour cela, il faut appliquer une transformation des coordonnées d'un angle alpha précédé d'une translation. Les formules sont alors celles-ci. Et on va créer une nouvelle feuille Excel pour continuer, à partir des valeurs x et z trouvées en mètres. On peut tracer la courbe xz de l'objet dans le nouveau repère, puis faire varier l'angle de rotation. Je trouve que le bon angle est moins 27 degrés, comme si on était à la place de la fusée et qu'on tournait la tête de 27 degrés vers la droite. Maintenant, nous allons faire encore plus fort et calculer les accélérations que subit l'engin sur les axes x, z, avec cette formule qu'on applique aux vitesses Vx et Vz. Là encore, dt égale 1/60e de seconde. Ensuite, on peut en déduire l'accélération totale, avec cette nouvelle formule. Tu dois obtenir ces valeurs, et on peut faire le graphique des positions x, z et de l'accélération totale. Il faut double-cliquer sur la courbe des accélérations pour choisir une seconde échelle. Notre courbe n'est pas très belle car le signal est bruité, et il faut appliquer une technique de filtrage avec cette formule, qu'on applique aux accélérations sur x et z, avant de recalculer l'accélération totale. Et on obtient alors ceci. On peut ensuite refaire le graphique. Où c'est très intéressant, c'est que notre objet a une accélération minimale, exactement au moment où on suppose qu'il tire sur la fusée. Difficile pour un oiseau de faire aussi bien. Mais nous allons voir que ce n'est pas fini. Jusqu'à présent, les valeurs obtenues sont dépendantes de notre hypothèse de profondeur, égale à celle de la fusée. Donc tous les chiffres sont proportionnels à cette hypothèse de distance de 4 km. Mais par contre, l'allure des courbes sera toujours la même, quelle que soit la profondeur choisie. Ce n'est qu'une histoire de coefficients. Maintenant, nous allons nous intéresser à une autre grandeur, qui est la vitesse angulaire oméga en radians par seconde, et qui est égale à l'accélération divisée par la vitesse. Cette vitesse angulaire est indépendante de l'hypothèse de profondeur choisie. C'est un invariant mathématique. Donc, dans notre courbe précédente, on va remplacer l'accélération totale par la vitesse angulaire et analyser cette nouvelle courbe. Est-ce que tu constates la même chose que moi? Encore une coïncidence extraordinaire, si l'objet est un oiseau. Il prend un virage à exactement 1 radian par seconde au moment du tir. Va demander à un oiseau de prendre un virage à 1 radian par seconde. Et là, on tombe sur une autre propriété mathématique remarquable. Si un objet prend un virage à 1 radian par seconde, le rayon de courbure de la trajectoire, la vitesse et l'accélération ont la même valeur numérique, à cause de ces formules avec oméga égale 1. Comme si un objet intelligent avait voulu nous délivrer un message codé. Mais quel est ce fameux message alors? C'est un nombre aux alentours de 787. Et à 1% près,
on trouve le nombre 777. Comme au casino, jackpot. Clairement, aucun faussaire n'aurait pu faire tous ces calculs avant de truquer et de poster la vidéo le jour même. Donc il ne reste que deux hypothèses. Celle de quelque chose qui passe par hasard au moment de l'explosion, disons un oiseau, et celle d'un objet intelligent. Avec toutes les données dont nous disposons, calculons la probabilité de chaque hypothèse. Au jour de l'accident, SpaceX a eu 2 explosions au sol sur 44 lancements, soit environ 5% de chance d'exploser. Disons qu'un oiseau a aussi 5% de chance de passer pile au bon moment. Prenons 5% de chance pour avoir une distance remarquable de 100 mètres. Et 5% de chance encore pour avoir une vitesse angulaire remarquable de 1 radian par seconde. On va prendre 15% de chance pour que la trajectoire soit bien symétrique. Pour calculer la probabilité globale, il suffit de multiplier la probabilité de chaque événement. Et nous obtenons alors une chance sur 1 million pour que ce soit un oiseau, et donc 99,9999% de chance que ce soit un objet intelligent. Ça pose juste un petit souci. Il vole à 777 mètres par seconde, soit 2800 km/h, et tire en prenant un virage à 777 mètres par seconde carré, soit 80 G en accélération minimale. À la réflexion, j'ajouterais même qu'il est fort probable que son altitude soit de 77 mètres. Pour être très clair, c'est un engin aux caractéristiques de vol extraordinaires. On peut appeler ça un OVNI, objet volant non identifié, qui nous a délivré ce message codé 777. Ce document est donc exceptionnel. C'est la première fois que nous avons un tel objet filmé dans de très bonnes conditions, et que nous pouvons étudier ses caractéristiques de vol. Reste à savoir d'où vient un tel objet. Est-il de construction humaine? Est-il d'origine extraterrestre? Si oui, est-ce une race amicale ou au contraire une race hostile? On sait que les militaires américains ont des technologies cachées très en avance, comme déjà indiqué dans la vidéo numéro 2. Mais dans ce cas, on peut se demander l'intérêt d'envoyer ce message codé 777. Il nous reste donc deux hypothèses, l'action d'une race IT malveillante et l'action d'une race IT bienveillante. Le chiffre 777 peut être compris comme le contraire de 666, et donc porteur d'un message bienveillant. Pourquoi alors une race IT bienveillante aurait agi de la sorte? Faut-il comprendre que le satellite qui était dans la fusée avait une mission cachée, en plus de donner l'accès à Facebook au continent africain? La conclusion dépasse largement le cadre de cette vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a désormais la preuve irréfutable qu'il y a des engins qui volent dans notre ciel avec une technologie bien au-delà de la technologie connue publiquement. NBI News. C'était un message de ceux qui disent toujours non.